Et bonjour. Alors, petit test pour voir si vous m'entendez bien. Apparemment oui, mais ce n'est pas la bonne image. Ici. Bonjour, bonjour. Donc, bienvenue sur le stream. Aujourd'hui, on change de lecture. J'ai toujours Ambition à côté de moi, vous inquiétez pas, on va le finir. Mais une collègue m'a prêté ce joli livre, très intéressant. Et bon, bien sûr, il va falloir que je lui rende, donc je vais tâcher de le lire le plus vite possible. Donc, Partie italienne, La malédiction d'Arwen, un livre écrit par Thierry Leguet. Je ne sais pas si c'est son premier roman, ce n'est pas précisé. Euh, donc, Partie italienne est décrit comme ceci. Louise Waldeck a 13 ans. Elle aime lire et jouer aux échecs, deux passions pour fuir le silence imposé par son père, cet homme mystérieux qu'il n'a jamais serré dans ses bras. Pourtant, la quarantaine passée, il est maintenant prêt à tout pour sauver son couple et sa famille, avant qu'il ne soit trop tard. Jusqu'où osera-t-il aller? Jusqu'à quelle confidence? Tout commence par l'annonce inattendue de vacances en Italie plutôt qu'en Bretagne, chez sa mère. Et très vite, tout va basculer. Louise, qui rêvait d'une autre vie, est désormais persuadée d'avoir un rendez-vous magique avec son destin. Ce qu'elle ignore, c'est ce qu'elle va découvrir, ce qui l'attend pour faire de sa vie un véritable conte de fées. Mais tout ne sera pas aussi simple, et pour devenir l'héroïne de sa propre histoire, il lui faudra retraverser les légendes bretonnes de son enfance. C'est là que tout va se compliquer. Voilà, vous avez déjà un petit aperçu. Mettez-vous bien à l'aise. N'oubliez pas la petite boisson chaude pour ne pas mourir de soif dans la soirée. Et puis on va pouvoir commencer. Hop, à mon tour de me mettre à l'aise aussi. N'hésitez pas à me signaler si ça fait trop de bruit, si ça fait des pops. J'ai remarqué ça sur le précédent stream, mais je ne retrouve pas le petit bouchon. J'ai cherché, mais je ne retrouve pas le petit bouchon. Ah, là, peut-être. Caché? Non, il me l'a piqué. Si, là. Voilà. Ah, mémoire quand tu nous joues des tours. Alors, je vais couper le son du micro pour éviter de vous bousiller les oreilles. Et j'espère que ce sera mieux que la prochaine fois. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours pour me dire si ça convient ou pas. Ou si je souffle toujours comme un bœuf dans ce micro. Allez. Une journée de collège aussi banale que les autres. Des cours, des devoirs et une nouvelle heure d'études avec l'absence de monsieur Chassou, le professeur d'histoire-géographie. Dans cette salle de permanence, froide et insalubre, Louise Waldeck s'arrangeait toujours pour être aux côtés de Nolwenn. Mais cet après-midi-là, elle préféra s'isoler et décompter seule le nombre de jours qui la séparaient encore des grandes vacances. Une attitude étrange, qu'importe. À l'écart des autres, elle s'apitoyait sur son triste sort à l'idée de devoir repasser une partie de son été chez Célérine. Une décision généralement imposée par son père à cette même période, mais avait-il seulement le choix? Pas vraiment, et Louise le savait bien. Lui, c'était surtout l'été qu'il devait accomplir ses devoirs. Conduire 600 kilomètres, rejoindre sa Bretagne natale et retrouver sa mère, l'embrasser à tour de bras et laisser là-bas le plus précieux de tous les cadeaux, ses deux enfants, elle et son frère. Voilà ce que craignait Louise, au point de faire chaque nuit d'affreux cauchemars. Une fois de plus, elle avait vu juste, car quelques jours plus tard, en rentrant de son travail, Frank Waldeck fit savoir du bout des lèvres qu'il avait une annonce importante à faire. Comme c'était un homme qui parlait peu, tous dans la pièce s'étaient figés pour l'écouter parler. Même si, sur l'instant, il n'en avait pas dit davantage, se contentant de rejoindre la véranda grande ouverte sur le jardin. À croire que l'endroit devait y être plus à son goût,
plus propice aux grandes déclarations que cette cuisine bien trop étroite. Louise le regardait avec anxiété et misait déjà sur les mots qu'il prononcerait. « Je n'ai pas d'autre choix que de vous emmener à Tiglas pour les vacances. » Cette année encore, il leur imposerait sa Bretagne et sa vieille mère qui vivait là-bas. Un vrai calvaire. De quoi être stressé, triste et abattu. C'était son cas. Pauvre Louise. En attendant d'être rejoint dans cette pièce sans chaleur, Franck regardait dehors et contemplait les premiers bourgeons de rosier éclore après cette longue période hivernale. D'habitude si fermé aux autres, l'idée de s'ouvrir à son tour lui procura un petit rictus. Pour lui, il était grand temps de tourner la page. Tout ça n'avait que trop duré. Alors, on aurait dit qu'il savourait l'instant, se plaisait à rester de longues minutes, le regard évasif et les bras croisés. Pour sa fille, qui le dévisageait de loin, c'était tout le contraire. Chaque seconde paraissait durer une éternité. Un temps interminable où elle revivait au ralenti une scène bien connue, celle des autres années. Une vraie torture. Alors, pour ne pas craquer, Louise serrait les dents et ne gardait à l'esprit qu'une seule et unique consolation, celle de retrouver là-bas son ami de toujours, Nolwenn Mézec. Émilie s'approcha la première, tête basse. Elle non plus ne se faisait guère d'illusions sur ce qu'il avait à dire. Mais elle savait sa présence précieuse, surtout quand il laisserait tomber le couperet, tel un verdict sans appel. Heureusement qu'elle serait là pour sécher toutes ces larmes de désapprobation qui couleraient forcément. L'annonce était imminente. Franck se raclait la gorge, une sorte de rituel avant de prendre la parole, mais cette fois-ci, changement de scénario. Personne ne le savait encore, mais plus rien ne serait jamais comme avant. Il allait les épater, les impressionner. Et Louise en serait la première surprise. D'ailleurs, le fameux cérémonial qu'elle s'était imaginé dérogeait déjà à la règle. Non seulement il prenait une chaise pour s'asseoir, ce qui n'arrivait normalement jamais, mais en plus, il regarderait sa fille. Pire, il la fixait droit dans les yeux. Une première, une scène inédite. Que se passait-il ? Lui, d'habitude si réservé, si distant. Qu'avait-il donc de si important à dire ? Impossible à savoir, d'autant qu'il rebaissait la tête, façon habile de dissimuler une expression de visage qu'il aurait certainement trahi, puis tapota 3 petits coups secs sur la table avec l'index pour déclarer à la surprise générale « Cette année, pas de vacances à Tiglas, pas de larmes. Nous partons tous pour l'Italie. Ce sera comme ça et pas autrement. Voilà ce que j'avais de si important à dire. » Plus rien. Pas un mot, pas un cri, comme il se l'était pourtant imaginé en regardant ses rosiers. Rien. Juste le silence. Un moment de totale incompréhension face à une tirade jamais envisagée. Personne autour de la table ne semblait effectivement réaliser l'annonce qu'il venait de faire. Pas plus sa femme que son fils Lucas. Même Louise restait perplexe quelques instants avant de réagir la première. « Si c'est une blague, elle est vraiment pas drôle. »« Une blague ?» répéta-t-il. « Tu m'en crois capable ?»« Non, c'est vrai que c'est pas ton genre, répondit Louise. Mais que va dire mamie ? » Oui, reprit Lucas. Si on n'y va pas en vacances cet été, elle risque de ne pas apprécier et de nous en vouloir terriblement. Oh, mais on s'en fiche, lança Émilie. Émilie étant la mère. Peu importe ce qu'elle dira ou qu'elle ne dira pas, et peu importe si elle sera en colère ou pas. La seule chose qui compte, c'est l'excellente nouvelle que vient de vous annoncer votre père. Incroyable ! Moi, je reste sans voix. Mais vous, on dirait que ça ne vous fait pas plaisir ? Oh, si, répondit Louise spontanément. Mais je m'y attendais tellement pas que la réaction de mamie m'inquiète un peu. Franck releva la tête. Ne vous en faites pas. Je sais ce que je fais. Et désormais, j'assume mes responsabilités. Personne dans cette famille n'avait jamais vu Franck Waldeck s'exprimer avec autant d'aplomb et autant d'audace. Sans doute parce qu'il venait de prendre une grande décision. Couper le cordon qui le reliait depuis toujours à sa mère. Un geste fort, un symbole, mais aussi un sacrilège qui lui en coûterait forcément en contrepartie. Pauvre bonhomme. Ce n'était pourtant pas faute d'avoir essayé de négocier avec elle, d'arranger l'affaire pour expliquer en large et en travers que les enfants avaient grandi, qu'ils s'ennuyaient là-bas et qu'une seule semaine pourrait suffire.
Peine perdue. La réponse ne s'était pas fait attendre. C'était non. Hors de question. Les gamins devraient rester chez elle 1 mois, comme ils l'avaient toujours fait. 1 mois ou rien. À prendre ou à laisser. Alors il avait tranché. Ce serait rien. Point de départ d'une nouvelle vie. Et ce furent les derniers mots qu'il avait écrits à sa mère, quitte à ne jamais la revoir, quitte à le payer cher. Du coup, il n'était pas si rassuré qu'il en avait l'air, et contrairement aux autres, son bonheur se limitait à quelques sourires aimables. Au fond de lui, il était inquiet et avait raison de l'être. De s'être ainsi affranchi de ses obligations envers elle l'exposerait au mieux à quelques coups bas, au pire, il n'osait y penser. Même lui ne savait pas de quoi elle serait précisément capable sous le coup d'une colère froide et réfléchie. Mais il n'avait plus le choix. C'était sa mère ou sa femme. Soit il était faible, cédait encore à ses caprices et perdait sa femme, soit il était fort, osait lui dire non et avait peut-être une chance de reconquérir Émilie. Ce serait au moins un premier pas pour sauver son couple, mais il ne serait pas suffisant. Il lui faudrait aller beaucoup plus loin, y compris se libérer de ce mal qui lui pourrit la vie et dont il n'a jamais voulu parler. Quoi qu'il en soit, Émilie savourait l'instant. Un moment rare et forcément précieux. Elle le regardait, mieux, elle le contemplait. Ça faisait tellement longtemps qu'elle ne l'avait pas admiré comme ça, avec tout le respect dû à celui qui vient de prendre une grande décision. Et pour cause, il n'en avait jamais prise de telle, pas d'aussi courageuse, préférant toujours se taire et se replier un peu plus sur lui-même. Alors pourquoi prenait-il aujourd'hui une telle décision? Un baroud d'honneur devant le précipice pour lui faire un dernier plaisir avant la séparation? Celle contre laquelle on ne peut rien, sauf miracle évidemment. Mais est-ce que ça existe vraiment, les miracles? Peut-être. Au fond, il suffit tellement de peu de choses. D'un peu de volonté, d'une improbable rencontre, d'un moment magique, d'une partie d'échecs. On ne sait jamais, la vie est tellement imprévisible. Pour le coup, on lui aurait presque sauté dans les bras. Elle lui aurait presque sauté dans les bras. Mais ça faisait tellement longtemps qu'elle ne l'avait pas fait qu'elle préféra contenir sa joie. Surtout ne pas s'enflammer. Pas trop vite. Attendre de voir si les promesses d'un soir deviennent les actes du lendemain. Les yeux presque larmoyants, elle mesurait pourtant la dose de courage qui avait dû lui être nécessaire pour agir ainsi en donnant un nouveau sens à sa vie. Satisfaire sa famille plutôt qu'obéir à sa mère une année de trop. En la voyant si émue, Franck aussi l'aurait bien serré dans ses bras. Mais lui non plus n'était pas très démonstratif, pas plus avec sa femme qu'avec ses enfants d'ailleurs. Lui avait-on seulement appris à prouver l'amour? À croire que non, tant les gestes d'affection qu'il consentait au cours d'une année étaient rares. Si rares qu'on pouvait les compter sur les doigts d'une main. Et ce n'était pas parce qu'il était dur ou sévère, non. C'était juste un homme mystérieux, distant, toujours replié sur lui-même, jamais ouvert sur les autres, incapable d'éprouver de l'amour. Non, de prouver l'amour. Il était comme ça. C'est une drôle de formulation, ça. Pourtant, ce soir-là, et pour la première fois, ses yeux avaient brillé, presque parlé. Une grande première pour lui, qui avait si bien appris à ne plus regarder les autres, à ne plus voir la tristesse, la douleur et le chagrin envahir les visages. Chaque fois qu'il faisait cette annonce tant redoutée. Pour Louise aussi, c'était une grande première. Chapitre 2. Pour Louise aussi, c'était une grande première. Son père tenait enfin compte de sa tristesse et de son désir de ne plus vouloir passer tout un mois chez sa Célérine avec son grand frère. Trop de lassitude et trop d'ennui. À présent qu'elle avait 13 ans, plus rien ne l'attirait en Bretagne. Pas plus sa grand-mère mal vieillie que l'endroit sordide où elle vivait. Là-bas, aux confins du Morbihan, Célérine habitait seule dans une grande bâtisse aux volets bleus qui, faute d'entretien, pourrissait à même leur gonds. Construite à la lisière d'une petite forêt entre Kergoès et Kergloueno, la maison s'imposait tel un large bloc de granit recouvert d'ardoise. D'où son nom, Tiglas. 2 petits mots tirés d'un vieux patois breton. Et depuis des générations, tout le monde l'appelait ainsi. À l'intérieur, ça sentait le vieux et la désespérance. Une drôle d'odeur entre rance et humidité. Même l'été, il faisait sombre et frais,
comme si la lumière et la chaleur se refusaient d'entrer dans cet endroit austère dépourvu de confort et de modernité. Sans ligne téléphonique, sans antenne de télévision, sans câble ni parabole, l'endroit paraissait isolé du reste du monde. C'était pourtant là, dans cette demeure à l'ancienne ayant pour seul mérite d'appartenir au Waldeck depuis le milieu du XVIIIe siècle, qu'avait toujours vécu Célérine et qu'elle y avait élevé Franck et son unique fils. Un vrai refuge, un nid d'amour jusqu'à ce qu'il parte pour épouser Émilie et faire sa vie. Pourtant, malgré la distance qui les séparait, Célérine continuait de tirer les ficelles, fidèle à ses habitudes, décidant de tout, y compris de recevoir ses petits-enfants chaque été, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense. Mais là aussi, le temps était passé. Les gosses avaient grandi. Tellement grandi qu'ils ne venaient plus que contraints et forcés par leur père. Chaque année à la même époque, les mêmes déchirements et les mêmes larmes. Une situation bien différente d'autrefois lorsque Louise et son frère réclamaient encore d'aller à Tiglas. Mais ça, c'était avant. Le temps de l'enfance et de l'insouciance, quand la complicité était encore au rendez-vous de chaque été et que Célérine s'occupait de ses petits-enfants pour leur raconter de belles légendes comme il en existe tant en Bretagne. Les gamins adoraient ça, et la grand-mère se prêtait au jeu, apportant sans le vouloir les frissons tant espérés. Bien plus que les mots, c'était surtout son visage qui amusait. Une vraie caricature de sorcière, la peau ridée, les cheveux gris prisonniers d'un large foulard, une bouche édentée et des petits poils partout sous le menton. Effet garanti. Un spectacle que les enfants Waldeck n'auraient raté pour rien au monde. Et plus précisément, lorsque Célérine y évoquait ses ancêtres, ceux ayant vécu ici, à Tiglas, et ce qu'elle racontait à leur sujet ne laissait jamais indifférent. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, aujourd'hui encore, certaines de ces légendes habitent toujours la mémoire de Louise. Et pour cause. Plus tard, elle aussi pourra les transmettre à ses petits-enfants, perpétuant ainsi une tradition séculaire. Elle en sera capable, elle. Pas comme son père ou son frère, qu'ils ont probablement déjà tout oublié. À croire que les petites bretonnes seraient plus sensibles aux histoires que ne le sont les garçons. Quelle que soit la réponse, Louise ne pourra jamais oublier le soir où Célérine s'était installée dans sa chaise à bascule pour puiser loin dans sa mémoire les aventures très anciennes de son ancêtre Euphénie. Âgée seulement de 7 ans, elle avait écouté avec la plus grande attention l'histoire de cet aïeul qui avait un soir accueilli un homme venu de Pimpon, trempé par une violente pluie d'orage. L'individu s'était arrêté à Tiglas pour demander la charité, et Euphénie lui avait ouvert la porte, l'invitant à entrer pour partager une soupe réconfortante. C'est alors qu'il s'était présenté à son hôte comme un enchanteur, un descendant direct de la fée Vivienne, ce qu'elle eut du mal à croire. Aussi, pour l'en convaincre et la remercier de l'accueil chaleureux qu'elle lui avait réservé, il lui promit une belle démonstration de ses pouvoirs magiques le jour de son départ. Elle avait été généreuse. Il lui en serait reconnaissant au centuple. Quelques jours s'étaient écoulés et Melchior avait dû reprendre sa route pour rejoindre Pont-Croix, et sa forêt à lui, Brocéliande. Mais il n'en avait pas oublié sa promesse. Alors, après s'être réchauffé une dernière fois près du feu, il sortit de sa poche une petite baguette et esquissa quelques gestes précis tout en procédant à de mystérieuses incantations. La magie ne tardait pas à faire son effet, puisque de fines étoiles scintillantes recouvraient déjà les 3 objets posés sur la poutre de la cheminée. En quelques secondes, il prouvait à Euphénie toute l'étendue de ses incroyables pouvoirs et métamorphosait 3 futiles babioles en 3 objets merveilleux. Désormais estampillés Valk an Hub. Il pouvait satisfaire bien des désirs, à condition d'avoir en soi du sang Waldeck. Mais il n'en avait pas fini, du moins pas encore, puisqu'il approcha de la grande table et prononça de nouvelles incantations pour achever son œuvre, en terminant par cette phrase aux mots bien détachés. Pour que chacun ici y trouve son bonheur. Joignant la parole au geste, il fit apparaître un grimoire qui, à la lueur des 3 chandeliers allumés ce matin-là, paraissait bien fin. Si fin qu'il en était ridicule. Pourtant, il était extrêmement précieux, comme l'indiquait Melchior à Euphénie. Restait bouche bée devant tant de miracles.
Sur 3 pages seulement, il dévoilait les formules et les procédés permettant de libérer la magie désormais contenue dans chacun des 3 objets. Avec de telles indications, tout devenait possible. Un vrai conte de fées. Pour le coup, Ophénie aurait bien aimé dire un petit quelque chose, un merci, un foi de Saint-Gildas. Mais sidérée et prise de vertige, elle en fut bien incapable. Comme aucun mot ne voulut sortir, elle se contenta d'observer la couverture du grimoire qui, sous les coups de la baguette, laissait apparaître un tracé rouge vif, dévoilant en fait les contours géométriques des 3 objets rendus magiques par l'enchanteur. Alors c'est dessiné, donc je vais vous le décrire. Il y a un carré dans lequel se trouve un cercle, dans lequel se trouve un triangle. Melchior avait respecté sa promesse et accompli une étincelante démonstration des pouvoirs hérités de ses ancêtres. Fier de son forfait, il embrassa Euphénie et partit sans s'imaginer devoir revenir un jour avec le petit Vendrille pour compter les morts. Mais nul n'échappe à son destin. Même pas lui, naïf gentil sorcier. L'histoire raconte qu'Euphénie ne se servit jamais d'un seul objet, pas plus qu'elle ne vanta leur qualité auprès de Philbert, son unique fils. Non, généreuse et désintéressée, elle avait préféré les laisser partir. Dans sa famille, on ne l'avait pas surnommée par hasard Dicouliane et Galou, celle qui ouvre son cœur. Chapitre 3. À cette époque, tant de miracles et tant de magie ne laissaient pas indifférents les petits Valdec, bien heureux de passer leurs vacances au pays des histoires enchantées de Célérine. Et Louise y repense parfois avec nostalgie. Comment oublier quand chaque détail compte? Comment Pardon Comment ne pas repenser à l'enfance, aux légendes, à toutes ces questions qu'on a un jour posées pour savoir quelles sont nos racines, d'où on vient et qui on est? Dis-moi, mamie, demanda Louise, Euphénie, elle est vraiment de ma famille? C'est une de mes ancêtres? Mais oui, tu as son sang, tu es sa descendance, répondit la grand-mère. Ah, mais alors tu m'intéresses drôlement, dit la jeune fille en posant à terre son roman d'Harry Potter et la chambre des sorciers. Et qu'est-ce que ça veut dire, Valchi machin chouette? Tu sais, la signature gravée dans le bois des 3 objets. Ça, c'est du patois, du vieux breton, comme on le parlait autrefois. Ça veut dire combler les désirs de quelqu'un. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il pouvait bien faire de magique? Demanda le petit Lucas, tout aussi intrigué que sa sœur par les histoires de sa grand-mère. Mais tout, mon bonhomme, tout. Enfin, presque tout. Et il suffisait juste d'être un Valdec, de faire un vœu et de prononcer la formule écrite dans le grimoire pour que l'objet libère ses pouvoirs. Oh, trop bien, poursuivit la sœur. Tu pourrais nous en sortir un? Parce que moi j'aimerais bien faire 3 vœux. D'abord être invisible, ensuite voler, et enfin rencontrer mon héros préféré, Harry Potter, à l'école de Poudlard. Mais foi de Saint-Gildas, je ne les ai jamais eus en ma possession. Vous m'avez mal comprise. Je vous ai dit que Fénie les avait laissés partir. Aujourd'hui, ce ne sont plus que de vieilles histoires. Décidément, vous me rappelez votre père quand il était petit. Lui aussi était persuadé que je les cachais ici, dans cette maison. Et il a passé la moitié de son enfance à fouiller chaque recoin, sans jamais rien trouver, évidemment. Il ne nous avait jamais parlé de ça, précisa Louise. Normal, votre père ne parle pas. Pas beaucoup. Pourtant, petit, il était joyeux, curieux et bavard comme vous. Mais vers l'âge des 12-13 ans, il s'est soudainement replié sur lui-même pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Un homme froid et... Enfin, passons. Et le grimoire, mamie demanda Lucas. Tu pourrais nous le montrer? Eh, foin de Saint-Gildas, ça non plus, ça n'est pas possible. Décidément, on n'a pas de chance, dit Lucas en soufflant sa déception. Qu'est-ce qui nous embête, ce Saint-Gildas? Après les rires et une galette bien farineuse en guise de dessert, Célérine poursuivait ses explications. Mais puisqu'on est entre nous, je vais vous faire une petite confidence. Ce grimoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, je l'ai eu entre les mains. Ah bon? S'exclama Louise. Oui, mais je l'ai perdu. Fort étrangement d'ailleurs.
il y a bien longtemps. Oh, comme c'est dommage, déplora Lucas. Oui, c'est triste, mais bon, ce n'était qu'un vieux livre d'histoire, et il n'avait pas plus d'intérêt que la chaufferette de l'arrière-grand-mère Trifine. Je ne suis pas d'accord, rétorqua Louise. Il contenait des formules magiques, et ça le rendait plus précieux qu'une chaufferette, comme tu dis. En plus, t'as perdu notre héritage, et ça, c'est pas bien. À 7 ans, tu penses déjà à ton héritage. T'es bien la fille de ton père, toi. Bah oui, répondit Louise en pointant sa grand-mère d'un doigt accusateur. Que vont dire mes enfants quand ils apprendront que c'est toi qui as perdu le grimoire? Ils vont t'en vouloir. Peut-être même te détester. Alors on doit le retrouver. Et à nous deux, on va y arriver. Après tout, il doit pas être loin, puisque tu ne sors jamais. Mais je ne l'ai pas perdu ici, s'exclama la grand-mère. On me l'a volé un jour où je lisais dans la forêt, au pied du vieux marronnier. Enceinte de ton père, je m'étais assise quelques instants, les mains délicatement posées sur mon ventre bien arrondi, quand je me suis assoupie. Déjà cette satanée narcolepsie. À mon réveil, le grimoire avait disparu. J'ai passé beaucoup de temps à le rechercher, vous savez, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Mais qui a bien pu te le chipper? Il n'y a personne dans les bois, et puis t'as pas de voisins, dit Lucas. Comment ça, pas de voisins? Vous n'avez donc jamais entendu parler des corrigans? Les quoi? Répéta Louise. Des corrigans, voyons. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière. Des petits lutins, laids, farfelus, espiègles et voleurs par-dessus le marché, qui sortent la nuit pour piller tous ceux qui s'approchent de leurs repères. Les anciens du village m'en ont fait une description très précise, vous savez. Ah bon? Mais toi, t'en as déjà vu? Demanda Lucas. Ouh, non, j'ai bien trop peur d'eux. Je les ai toujours évités en allant en forêt qu'en plein jour. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais pu récupérer mon grimoire. Il aurait pourtant suffi que je m'y rende une nuit, mais j'ai jamais eu assez de courage. Mais alors comment tu peux savoir qu'ils existent puisque tu ne les as jamais vus? Enchaîna Lucas. Je les entends. Oui, c'est ça, je ne les ai jamais vus, mais je les entends. Et vous aussi, si vous y faites attention, vous les entendrez festoyer la nuit. Mais méfiance, prévient la grand-mère. Ne vous aventurez surtout jamais près de leurs repères. On raconte partout en Bretagne qu'ils font prisonnier les enfants et qu'ils les enferment pour toujours dans des cavernes souterraines. L'objectif de Célérine était atteint. Non seulement elle transmettait les histoires avant que sa mémoire défaille complètement, mais en plus elle dissuadait les petits Valdec de s'aventurer seuls en forêt, ce qui semblait définitivement acquis. Et ainsi, chaque soir, Célérine distillait une partie de la légende de Fénie Valdec, ou du moins ce qu'elle avait de plus fabuleuse, en veillant à ne pas évoquer ni l'Ankou, ni la maléfique Arwen. Des mots à ne jamais prononcer, à cause de la malédiction. Une seule devise, faire briller les yeux et se contenter du merveilleux. Chaque soir, une histoire différente au service d'une légende familiale extraordinaire. Et si je vous racontais ce soir l'histoire du petit échiquier enchanté de Malchior? Celui qui était sur la poutre de ta cheminée? Demanda Lucas. Oui, ici même, juste derrière vous. Oh oui, vas-y mamie, demanda Louise exaltée. Moi j'aime bien les histoires qui parlent d'échecs. Papa m'a appris à y jouer et il m'a même inscrit dans un club pour m'améliorer. Je sais, il me l'a dit. Ton père ne parle pas beaucoup, mais il m'écrit encore quelques banalités chaque semaine. Mais revenons à notre histoire. Alors voilà. Euphémie avait un fils. Ah oui, Philbert, dit Louise, prouvant ainsi à sa grand-mère qu'elle avait bonne mémoire. Exact, répondit Célérine en se replaçant convenablement dans sa chaise à bascule. Il venait de finir ses études à Paris et était revenu en Bretagne, lorsqu'il fut tiré au sort dans le cadre de la circonscription pour embarquer à bord d'un vaisseau de guerre de 74 canons en partance pour la Méditerranée. Le jour de son départ, il prit son échiquier sur la poutre de la cheminée et le mit dans son baluchon, sans juger utile d'en parler à sa mère. C'était un bel objet, un cadeau qu'il lui avait offert quelques années auparavant par l'un de ses amis, le dénommé Philidor, un monsieur avec qui il jouait fréquemment au café de la Régence. Faut dire qu'ici, il pratiquait plus guère faut dire qu'ici, il ne pratiquait plus guère faute d'adversaire, mais peut-être avait-il pensé pouvoir en trouver un à bord? Qu'importe, il le prit et embarqua avec. Ah, très bien, s'exclama Louise, émerveillée à l'idée que l'un de ses ancêtres sache aussi jouer aux échecs. Philidor, ce nom me dit quelque chose. Ce serait pas un champion par hasard? Un grand maître très célèbre? Je crois qu'une défense porte son nom. Je ne sais pas jouer, répondit Célérine. Mais Philibert n'avait pas vu l'inscription Valk Anhub sur l'échiquier?
Celle qui s'était gravée par magie demanda Lucas. Il faut croire que non. Mais écoutez plutôt la suite. Filbert monta à bord du vaisseau quand... Soudain, Célérine fit un silence au milieu de sa phrase, ferma un œil, puis le second, et baissa la tête en commençant à ronfler. Victime de narcolepsie, un endormissement spontané, elle venait de s'assoupir en quelques secondes, et cela, les enfants ne pouvaient pas l'admettre. Du moins pas maintenant, pas à ce moment précis de l'histoire. Mamie! Oh ouais, Célérine! Réveille-toi, dit Louise. Tu étais en train de nous raconter l'histoire de l'échiquier. Remuée de toutes parts, elle se ranima, mais d'un œil seulement. L'autre ne s'était toujours pas rouvert. Tant bien que mal, elle poursuivit. L'échiquier. Ah oui. Filbert, je vous disais qu'il était à bord du navire Duquesne, quelque part au large des côtes italiennes, quand soudain... Elle prit un nouveau temps d'arrêt, fit mine de réfléchir, ouvrit l'autre œil, puis se répéta. Quand soudain... Bah, ça alors? Je ne me souviens plus de la fin de l'histoire. Il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas relue. Surprise, Louise s'empressa de lui couper la parole. Comment ça, il y a longtemps que tu ne l'as pas relue, cette histoire? Il y a un livre où tout ce que tu nous racontes est écrit? Oui, il y en a un, mais je ne l'ai plus. C'était le fameux grimoire. Celui dont je vous ai parlé tout à l'heure et que j'ai malheureusement perdu dans la forêt. Mais tu nous as dit qu'il était très fin et qu'il ne possédait que quelques formules magiques sur 3 pages, précisa Lucas. Tu ne nous as jamais dit que c'était un livre d'histoire. Quand l'enchanteur le fit apparaître, il était très fin, c'est exact. Mais il avait, paraît-il, le pouvoir de s'enrichir de nouvelles pages à mesure que les objets qu'il avait enchantés vivaient entre les mains Valdec. Toutes leurs aventures s'y trouvaient miraculeusement écrites, et ne me demandez pas comment. Mais lorsque je l'ai eu entre les mains, c'était bien plus qu'un grimoire. Un vrai livre d'aventures dont je dévorais chaque soir les histoires. Ouh là là, lança Louise, épatée. Toute cette magie, c'est encore plus incroyable que dans mon livre d'Harry Potter. Incroyable ou pas, je dis la vérité. Je ne me souviens plus de tous les détails, mais je sais encore ce que je dis. On te croit, mamie, te fâche pas. Mais toi qui as le grimoire entre les mains, tu as déjà vu des pages apparaître demanda Louise. Non, jamais. Par contre, l'une d'elles avait disparu, tout à la fin, comme si quelqu'un l'avait un jour arrachée. Dans notre famille, on a toujours ignoré qui avait pu commettre un tel sacrilège. Eh bien, moi j'y comprends rien, lança Lucas. Un coup il est mince, un coup il est gros, un coup les pages apparaissent, un coup elles disparaissent. Je suis comme le grimoire, complètement perdu. Et je vais aller me coucher. Célérine se mit à rire tout en acquiesçant à ce que venait de dire son drôle de petit-fils. T'as raison, mon bonhomme, c'est le mot juste. Nous sommes tous un peu perdus et je ne me souviens même plus de ce qu'est devenu cet échiquier. La seule chose dont je me souvienne, c'est que ses pouvoirs n'ont jamais été utilisés. Ni par Filbert, ni par aucune autre personne. Et c'est bien mieux ainsi. Évidemment, conclut Louise. Filbert ne pouvait pas savoir que son objet était magique, puisque sa mère ne le lui avait pas dit. Dommage pour lui, sinon il aurait peut-être été riche. Ou mort, déplora Célérine, parce qu'on n'a pas idée d'allumer 3 chandeliers dans une même pièce. J'y vois un intersigne évident. Célérine n'en dit pas davantage. Surtout, ne pas apeurer, ne pas parler de la terrible malédiction dont furent victimes les Valdec à cette époque-là. Une époque révolue à présent. Un intersigne, reprit Louise. Je n'ai jamais entendu ce mot. C'est une superstition, le signe d'une tragédie annoncée. Je t'expliquerai plus tard, quand tu seras plus grande, en âge de comprendre l'incompréhensible. Mais alors qu'est-ce qu'on va devenir si tu ne te souviens plus de la fin de l'histoire demandera Louise. Qui va nous transmettre ces légendes? Ah, mais si, ça y est, je l'ai. L'échiquier a sombré. Il est au fond de la Méditerranée, comme l'avion de Saint-Exupéry. C'est pas grave, dit Louise. Je le retrouverai et en plus je te l'offrirai. Par contre, pour le grimoire, là, non, vraiment, je pourrais rien faire, à cause des corrigans. Oh, ce que tu es mignonne et généreuse, mais je doute que ce soit possible. Sur ces mots, la vieille femme posa ses mains sur sa poitrine et ferma les yeux, rêvant sûrement de tenir contre elle l'échiquier de Filbert. Elle ne les rouvrit qu'avec l'intervention de Lucas. Quoi? Tu veux offrir un avion à mamie? Mais non, pas un avion, idiot, l'échiquier de Filbert, répondit sa sœur. Je sens comme une attirance avec ces choses-là. Un truc bizarre que je ne peux pas expliquer, mais je le retrouverai, je te dis. Faudra que t'apprennes à nager alors, hein, parce qu'au fond de la Méditerranée, il va pas être facile à trouver, répondit le frère.
Mais qu'est-ce que t'en sais, d'abord répliqua Louise. Tu ne sais même pas qui c'est, toi, Saint-Exupéry. Tu ferais mieux d'aller te coucher. Allons, allons, dit Célérine. Plutôt que de vous disputer, je vous propose un nouveau volet de cette légende pour me faire pardonner du premier, oublié avec le temps. Une histoire si populaire qu'elle est connue à travers toute la Bretagne. Et celle-là, je m'en souviens. C'est la légende du moulin à café, celui qui se trouvait également sur la poutre lorsque Melchior pratiqua sa magie. Génial! Lancèrent en chœur les enfants, réconciliés pour l'occasion. Mais tu n'oublieras pas non plus de nous parler du troisième et dernier objet. Oh oui, plus tard. Encore faudrait-il que je m'en souvienne, répondit Célérine. À chaque soir suffit sa peine. Alors voilà, une grande misère s'était abattue sur tout le pays, lorsqu'un jour, le frère de Fénie vint ici, à Tiglas, voir sa sœur. Il venait d'avoir un second fils qu'il avait appelé Sylvestre et craignait de ne pas pouvoir l'élever. Il était né idiot, un benet si vous préférez, et les temps étaient bien difficiles. Sa sœur, généreuse, il lui demanda un peu d'aide, ce qu'elle fit en lui offrant le moulin à café rendu magique par Melchior. Quand, soudain, Célérine s'assoupit à nouveau, selon le même rituel, fermant un œil, puis l'autre, avant de laisser tomber sa tête pour se mettre à ronfler. Assise sur sa chaise à bascule, la vieille femme commençait sa nuit devant des enfants éberlués par un tel spectacle. Et comme souvent, il fallut attendre le lendemain pour connaître la fin de l'histoire. Autant de souvenirs que Louise ne pourrait jamais oublier. Chapitre 4. Ainsi, les histoires racontées à Tiglas étaient des plus captivantes, surtout lorsqu'elles parvenaient à leur fin. Mais elles ne suffisaient plus à attirer Louise en pays breton. Par chance, son père avait décidé de ne plus céder aux exigences de sa mère, et cela tombait plutôt bien pour elle qui n'avait plus envie de se rendre là-bas. Il avait tranché, fait un choix qu'il assumait, et ce devait être le bon, à en juger par tous les commentaires faits ce soir-là. Lucas s'était montré ravi de pouvoir s'acheter un nouveau maillot de foot avec le nom d'une star du Calcio floqué dans le dos. Un noir et blanc, aux couleurs de la Juventus, pour remplacer celui de Lorient acheté l'an passé. Émilie, quant à elle, n'avait jamais pensé qu'un tel jour puisse arriver. Pourtant, elle en avait rêvé bien des fois de ne plus passer ses vacances en Bretagne aux côtés de sa belle-mère. Mais alors, de s'imaginer pouvoir traverser la Toscane, visiter Rome, Venise, et contempler l'architecture italienne, ça la rendait si heureuse. Si on passe par Pise, dit Émilie, j'aimerais bien pouvoir monter à la tour. Oui, ça nous changerait du clocher de l'abbaye de la Joie qu'on se fartit chaque année à Honnebon. Toujours le mot pour rire, s'exclama Émilie en regardant son fils du coin de l'œil. C'était vrai, Lucas faisait toujours ce qu'il pouvait pour créer la diversion. Le seul à mettre un peu de légèreté au cœur des silences ou des tensions souvent pesantes. Il aimait bien distiller sa petite mode d'humour, et on l'appréciait pour ça. Une attitude bien différente de sa sœur, qui, dans ce genre de situation, préférait systématiquement la fuite pour se réfugier dans sa chambre. À chacun sa méthode. On ira, précisa Franck. Notre location est à côté de Pise, à 2 pas de la tour. Lucas exaltait. Émilie en profitait pour parler d'architecture. Saviez-vous que les Italiens l'appellent la Torre Pendente? C'est un très joli campanile, vous savez. On y fera de belles photos. Parfois, il y a même des dessinateurs qui font des portraits, en faisant croire que vous retenez la tour pour l'empêcher de tomber. Louise regarda sa mère, impressionnée par tant de culture. Pour elle, qui n'était passionnée ni de football comme son frère, ni qu'elle ait un ouvrage d'art italien comme sa mère, c'était plutôt avec l'espoir de vacances moins banales qu'elle avait réagi à cette improbable nouvelle.
avec l'espoir d'un renouveau dans cette famille, où plus personne ne se prouvait l'amour. L'essentiel, c'est que ça nous change la vie et que ça la change vraiment. C'est la seule chose qui compte. Sur ces quelques mots jetés comme ça, à qui voudrait bien les entendre, Louise quitta la véranda et se réfugia comme d'habitude dans sa chambre, avec l'envie d'achever son roman d'Harry Potter et la coupe de feu, quand une idée lui traversa spontanément l'esprit. À croire que la chose devait être importante, pour mettre ainsi entre parenthèses son héros préféré. Hors de question que je ne puisse pas me faire comprendre là-bas. Il faut absolument que je retrouve ce petit dictionnaire français-italien et que je l'emmène avec moi. Déterminée à le retrouver, elle se dirigea vers le salon qui jouxtait sa chambre. Il était là, caché sur l'étagère basse, celle des livres poussiéreux jamais ouverts. Ce n'était pourtant pas difficile, non, pas le plus difficile à distinguer, il était tout petit, presque ridicule comparé aux autres, empilé en vrac à ses côtés. Tout jauni aussi, à croire qu'il avait mal vieilli depuis l'époque où Émilie étudiait l'italien au lycée. Ce qui n'était manifestement pas le cas du roman posé magistralement à sa gauche et qui représentait le petit prince au visage angélique. Lui avait eu plus de chance et les outrages du temps semblaient l'avoir miraculeusement épargné. Pas une ride en 30 ans. Un ouvrage qui appartenait à son père. L'un de ceux qui lui avaient été offerts quand il était petit garçon et qu'il avait précieusement gardé en le rapportant un jour de chez sa mère. Louise fixa son regard sur l'aquarelle qui illustrait la page de couverture. Elle s'y arrêta longuement. D'y voir le nom de l'auteur, Antoine de Saint-Exupéry, lui rappela Célérine, lorsqu'elle avait évoqué l'avion de l'écrivain gisant au fond de la Méditerranée, aux côtés de l'échiquier de Filbert. Mais ce dont elle était le plus stupéfaite, ce fut de constater la ressemblance frappante qui existait entre le personnage de roman et son jeune frère. Comme si Lucas avait un jour posé comme modèle dans l'imagination de l'écrivain aviateur. Ceci l'intrigua au point de saisir l'ouvrage, le seul de l'étagère à n'avoir jamais été entre ses mains. Pourtant, Louise lisait beaucoup. C'était même sa passion. Un refuge à chaque fois qu'elle s'isolait. Le livre en main, elle retourna dans sa chambre pour le mettre au fond de sa valise avec le petit dictionnaire de poche écorné à la page des G. A priori, glace se disait gelati, un mot à ne pas oublier. En temps normal, chez les Waldeck, il n'y avait jamais de discussion de fin de repas. Mais ce soir-là, une exception fut faite. Franck s'inquiétait des réactions épidermiques que pourrait avoir sa mère en représailles à la décision qu'il avait prise de ne pas laisser ses enfants comme il l'avait toujours fait. À le voir aussi stressé, Louise s'angoissait à son tour. Non seulement elle abandonnait sa grand-mère, mais en plus, elle délaissait Nolwenn, la seule personne au monde à lui porter un peu d'intérêt. 2 sacrifices pour le prix d'un, ça faisait beaucoup. Pour Célérine, elle verrait plus tard. Il n'y avait pas d'urgence à trouver d'excuses. Mais pour Nol, qu'elle croiserait dès le lendemain à l'arrêt du car, la situation était bien différente. Comment s'y prendre pour annoncer une telle nouvelle sans faire naître en elle une légitime tristesse ? Il fallait trouver une solution, et vite. La nuit porterait conseil. Au petit matin, Louise opta finalement pour un ton neutre et mélancolique, plutôt contenir sa joie et se poser en victime. Elle s'en sentait capable, ayant appris depuis peu à jouer la comédie au sein de la section théâtre du collège. Elle arrivera sur les lieux et la discussion s'engagea. « Coucou Malou !» lança Nolwenn assise à côté de Marie, sur le petit banc en bois. « Tu n'as pas l'air en forme ce matin. T'as l'air encore plus triste que d'habitude. Souris un peu et pense aux vacances. » Bon, justement, à propos de ça, mon père nous a annoncé hier soir qu'on n'irait pas à Tiglas cet été. On va devoir aller en Italie et... Quoi ? Lança spontanément Nolwenn. Pas de Bretagne cette année, mais c'est affreux. C'est la pire chose que tu m'as annoncée en 10 ans d'amitié. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir, moi, là-bas, sans toi ? Je suis vraiment désolée. J'ai pourtant tout fait pour dissuader mon père, mais rien à faire. On me l'impose, tu sais, j'ai pas le choix. Nolwenn baissa la tête et se mit à bouder. Louise devait maintenant incarner toute la dimension de son personnage et sublimer le rôle qu'elle s'était imaginé pouvoir interpréter pour se faire pardonner. Mais c'est pas de ma faute, je te dis. Tu sais bien à quel point j'aurais aimé revoir ma Bretagne, profiter de la mer, embrasser Célérine, manger ses bonnes galettes, écouter ses histoires de Corrigan et puis surtout passer quelques après-midi avec toi. Mais c'est trop nul.
Tout ça ne pourra pas se faire à cause de mon père qui insiste pour qu'on y aille en famille. Il tient absolument à faire plaisir à ma mère et à lui montrer tout ce qu'elle aime. Des ponts et des monuments. Des ponts? Mais c'est complètement ridicule, dit Nolwenn. Il y en a plein à Lorient. Si l'instant n'avait pas été aussi grave, Louise aurait bien aimé rire un peu, mais elle n'en fit rien. Seules émotions perceptibles sur son visage, un peu de tristesse et de nostalgie, qu'elle mêlait habilement à une certaine ironie. Jamais ses amis ne l'avaient vue avec une mine si dépitée. Elle n'y voyait que du feu à son petit manège, et même Nolwenn prenait finalement pitié d'elle en se résignant à sa cause. Et puis si ça se trouve, dit Marie en intervenant pour la première fois, les ponts seront peut-être très jolis. Peut-être même aussi qu'il y aura de belles plages et de beaux garçons. Louise n'est pas comme toi, lança Nolwenn. Elle ne drague pas tous les mecs de la terre, elle. Louise se mit à rire et tomba dans les bras de Nolwenn, confirmant ainsi leur degré d'attachement, comme s'il était encore besoin de le prouver. Elle en profitait aussi pour lui glisser quelques mots au creux de l'oreille. Va en Italie, Louise. Vas-y, profites-en. Je le ferais, moi, si on me le proposait. Par contre, promets-moi de me donner des nouvelles par texto et tous les jours. Marie les regardait, tout attendrie, lorsqu'une idée lui traversa l'esprit. Tu sais, Nol, si t'as vraiment besoin d'une copine là-bas, je peux t'accompagner, moi. Je suis certaine que mes parents accepteraient de me laisser partir, vu qu'on ne part jamais. Il y a déjà mon frère avec moi, mais c'est une possibilité. Tu ne t'appelles pas Aubin pour rien. C'est pour ça que ça bouillonne drôlement là-haut. J'aime pas quand tu fais ce jeu de mots ridicule. Je te rappelle que c'est pas moi qui ai choisi mon nom. Je blaguais. N'empêche que tu ne loupes jamais une occasion pour t'imposer, voilà tout. Tu verras, dit Louise en s'adressant à Marie. C'est très beau la Bretagne. Tu ne seras pas déçue. Et puis, vous pourrez toujours graver le cairn pour moi. Le cairn reprit Marie interrogative. Laisse tomber. N'empêche, tu vas avoir du pain sur la planche, Marie. C'est tout un monde qu'il va falloir apprendre. En attendant, on dirait bien que voilà notre chauffeur. Pour ceux qui ne connaissent pas, un cairn est une pierre dressée. Louise montait dans le car en prenant définitivement conscience de l'aubaine incroyable qu'elle avait de pouvoir partir en Italie. Même Nol en aurait fait autant, et finalement elle ne lui en tenait pas rigueur. Une belle preuve d'amitié. Normal, c'était sa complice, sa meilleure amie, celle avec qui elle partageait les mêmes origines par leurs grand-mères respectives qui résidaient à peine à quelques hameaux l'une de l'autre. 5 kilomètres tout au plus. Leur amitié avait commencé sur les bancs de l'école du village et s'était renforcée un peu plus chaque été en Basse-Bretagne, où depuis toute petite elles passaient leurs après-midi à jouer à cache-cache. Des parties qui s'enchaînaient sur un terrain toujours plus vaste pour s'agrandir au fil des années jusqu'au bois. Là, près des 3 grands bassins de rétention d'eau et de la clairière, elles s'enhardissaient chaque été davantage, au point de vouloir débusquer les corrigans de leur cachette secrète. Mais si elles ne croyaient plus à ces êtres de légende, elles préféraient quand même en avoir le cœur net. Et lorsque de petits grouillements se faisaient entendre, elles faisaient le tour de chaque arbre, vérifiant que nul ne s'y cachait. Ouf! Les corrigans n'existaient pas. Et même si c'était à chaque fois une évidence, leur complicité et leur courage permettaient d'en apporter une preuve irréfutable. Une légende, rien de plus. Alors c'était sans doute pour ne pas abandonner Nol que Louise croisait les doigts en envisageant la même perspective que ses deux amis sur la banquette d'à côté. Si seulement leurs parents pouvaient accepter l'idée de vacances entre copines. Voilà qui serait épatant. D'autant plus que les filles en profiteraient pour se rendre à Tiglas et embrasser Célérine de sa part. La belle affaire. Arrivée sous le préau du collège de Mermoz, Louise allait attaquer une nouvelle journée de cours. Une journée aussi banale que les autres. Banale à une exception près. Fini les angoisses et la boule au ventre à s'imaginer devoir aller chez Célérine en Bretagne, une année de plus. Sûrement une chance. Un nouveau départ. Et Nolwenn se montrait compréhensive. Ouf. Certes, elle avait un peu joué la comédie et exagéré le propos à la façon d'Éléonora Duse, grande tragédienne de son époque. Mais c'était pour la bonne cause, juste pour ne pas froisser une amitié, la plus belle qui soit. Détendue, Louise traversait le porche d'accès aux salles de classe sans s'imaginer une seule seconde que les légendes de Célérine l'accompagneraient là-bas, en Italie, pour faire de ses vacances le tournant d'une vie, la sienne et celle des autres. Chapitre 5.
contrairement aux autres années, jamais juillet ne s'était autant fait désirer. 34 journées de cours s'étaient écoulées et M. Chassou n'était jamais revenu au collège. 2 longs mois qui auraient dû passer à la vitesse de l'éclair et qui avaient finalement duré une éternité. Une période au cours de laquelle Louise avait perçu d'inexplicables sensations, des palpitations étranges qui envahissaient chaque soir un peu plus son corps, excès de culpabilité pour avoir osé délaisser ses proches l'espace d'un été, peur de voir un jour ses parents se séparer, aucune idée. À moins que ce ne soit Célérine en personne qui ait décidé d'agir à distance en envoyant de mauvaises ondes sur sa petite fille pour lui faire payer son abandon. Mais pourquoi sur elle et pas sur son père? Après tout, seul décideur de cette situation. Donc unique responsable. Lui, apparemment, ne s'était plaint de rien, d'aucune douleur. Louise n'avait pourtant pas grand-chose à se reprocher et pouvait même être fière d'avoir fait le maximum auprès de la mère de Nolwenn pour faire pencher la balance du bon côté, et ce malgré les objections parfois soulevées. Gwenaël Mézec n'avait pas été facile à convaincre. Ça, non. Sans doute la peur de voir son fils Geben se faire un peu trop dégourdir par la jolie Marie. À moins que ce ne soit à cause du surcroît de travail imposé à la grand-mère de Géfreline. À la grand-mère Géfreline. 3 ados à s'occuper, voilà qui ne relevait pas du cadeau. Malgré tout, un accord avait finalement été trouvé in extremis. C'était l'essentiel. Marie l'accompagnerait donc pendant 2 semaines. Bon courage. Sa présence ne serait pas toujours facile, car elle est parfois un peu gauche et elle n'a pas que des défauts. Mais elle n'a pas que des défauts. Elle est aussi courageuse, dégourdie, jolie et dévergondée. Même si elle est un peu du genre à se mêler de tout, c'est une chouette fille, fidèle en amitié en plus. Pour distraire Nolwenn et lui faire oublier les quelques après-midi qu'elle ne passera pas avec Louise, elle sera parfaite. Et puis, elles pourront toujours garder le contact en s'envoyant comme convenu des petits SMS. Un mode de communication bien pratique pour dire à l'autre à quel point on pense à lui, malgré la distance qui sépare. Concernant Célérine, les choses n'étaient pas aussi simples. Louise avait finalement rédigé un petit courrier de quelques lignes qu'elle avait envoyé pour s'excuser de son absence, expliquant que ce n'était pas vraiment de sa faute, plutôt un choix délibéré de son père qui tenait à faire pour une fois plaisir à Émilie. Aucune réponse en retour, comme pour Franck. Étrange. Pour le coup, Louise en avait rédigé un second, que Nolwenn apporterait directement sur place. D'autant plus étrange qu'en temps normal, pas une quinzaine ne s'écoulait sans recevoir un petit mot ou une lettre de sa part. Bizarre. Elle aimait tellement écrire et lire aussi. À l'écouter, rien que d'ouvrir une enveloppe lui faisait battre le cœur avec générosité. C'était sûrement pour cette raison qu'elle s'était toujours refusée à faire installer une ligne téléphonique ou à souscrire un abonnement pour un mobile. Inconcevable dans cette vie moderne, mais c'était son choix. Dont acte. Ça faisait tout de même plus d'un mois que Célérine n'avait pas donné de signe de vie. Que se passait-il? À situation exceptionnelle, réponse inhabituelle. Et si la grand-mère avait finalement choisi d'expérimenter son mécontentement à travers sa petite fille par des moyens surnaturels? Quoi qu'il en soit, Célérine s'était volontairement privée de toute réponse. Un acte suffisamment éloquent pour évoquer toute sa colère envers ceux qui avaient décidé de ne plus venir en Bretagne. Alors pour le coup, elle avait aussi pris une grande décision. Une décision radicale, qui ne souffrirait d'aucune contestation, vendre Tiglas, la maison de ses ancêtres, cette ruine qui n'attirait plus personne, même pas son propre fils. Ainsi, plus de succession, plus d'héritage, plus de liens intergénérationnels. Voilà ce que voulait faire Célérine. Dilapider tout l'argent de la vente pour intégrer une maison de retraite, si possible confortable et si possible médicalisée, dans un endroit réconfortant avec des gens disponibles qui s'occuperaient enfin d'elle. Une réponse de la bergère au berger pour ne pas finir esselée comme une vieille croûte, abandonnée par les siens, ceux de sa propre famille. L'affaire était entendue. Il ne resterait rien au Valdec. Pas un sou d'héritage, foi de Saint-Gildas. Une agence immobilière était déjà sur le coup, et même Tiglas n'échapperait pas à son destin. 2 mois s'étaient écoulés.
L'heure H du jour J pour la famille Waldeck. L'heure du départ pour une nouvelle vie. C'était du moins ce que chacun espérait, sans en connaître ni les tenants ni les aboutissants. Les valises chargées, la maison fermée, chacun prit place dans la voiture direction l'Italie. Le tom-tom, programmé pour la circonstance, indiquait Pise à plus de 1000 km. Un long trajet en perspective. Une sorte d'aller-retour à Kergoès à effectuer d'une seule traite. Franck boucla sa ceinture et enchaîna les premières vitesses. C'était parti. Pour la première fois, il n'allait pas en Bretagne rejoindre Célérine. Cette fois-ci, cap vers le sud-est. Louise était heureuse. Un moment rare. Bien calée entre ses deux petits oreillers roses, elle prenait conscience du huis clos qui s'imposait à elle. De mémoire, elle n'avait jamais été confinée aussi longtemps dans un espace aussi réduit. Puisqu'elle ne pourrait ni se cacher, ni fuir le silence, comme à son habitude, elle s'efforcerait de l'observer. Dans ce lieu intime, chacun allait, sans le savoir, révéler un peu de sa personnalité, livrer son image, montrer son vrai visage, et elle en serait la principale observatrice. Une occupation comme une autre, pour celle qui, pour une fois, avait envie d'essayer de comprendre ce qui se tramait réellement dans cette famille où plus personne ne semblait en mesure d'aimer. Si on pouvait encore appeler ça une famille. Du coup, elle savourait l'instant. Elle qui n'avait jamais pris le temps de les regarder avec attention, les autres fois, lors des précédents voyages, à l'image de sa mère, elle se contentait de dormir à poings fermés. Mais cette fois-ci, pas question. Elle scruterait longuement les visages et dresserait des portraits précis. Les gens sont si étranges, si différents au fond de ce qu'ils peuvent laisser paraître. Pour commencer, son regard se posa juste à sa gauche, sur celui qui partageait la même banquette qu'elle, son jeune frère. Fidèle à ses habitudes, il s'était accaparé une grande partie. Ce n'était pas qu'il était costaud du haut de ses 11 ans, bien au contraire. C'est juste qu'il avait pris l'habitude, lors des grands trajets, d'étaler tout son bazar comme une vitrine de jeux vidéo. Il y posait ses DVD, son lecteur et ses câbles qu'il avait pris bien soin de relier au petit écran accroché au siège conducteur. Une console de jeu, un livre imposé par sa mère qu'il ne lirait de toute façon pas, préférant l'utilisation de la vidéo jusqu'à l'épuisement total. Tout cet étalage qui ne lui laissait à elle que bien peu de place l'aurait certainement gêné en d'autres occasions, si on avait été à Tiglas par exemple. Mais pas cette fois. Louise se contenta de jeter quelques regards désintéressés sur tous ces articles, pour lesquels elle n'aurait pas été cliente, même en période de solde. Seul le livre L'horloge maudite aurait pu être à son goût, mais elle l'avait déjà lu à 3 reprises, c'était assez. Elle le connaissait déjà par cœur. Entre elle et son frère, il n'y avait pas beaucoup de points communs, ni de complicité, et ils ne s'entendaient en général que pour se disputer. Un grand classique, paraît-il. Depuis toujours, Louise se sentait bien indifférente de lui. Sans aucune forme de dépendance pour les jeux vidéo, du moins pas pour ceux qui ne nécessitaient aucune réflexion intellectuelle. Non. Louise était bien loin de tout ça, et son addiction à elle était bien différente. Plus cérébrale, plus intelligente, et surtout plus noble. Alors, sur ce point, comme sur le reste, elle ne partageait rien avec lui, que les discordes et un sang mêlé d'origine Lefebvre et Waldeck. Autant dire qu'entre eux, c'était chacun pour soi. Dans la voiture qui s'éloignait, l'ambiance était propice au recueillement. Froide et austère comme d'habitude. Comme elle s'en était doutée. Personne ne parlait. Louise observait le silence et scrutait les visages. Ceux de ses parents, à présent, en tirant d'amères conclusions. Quel drôle de couple. Jamais de crise, jamais de coup de gueule. Mais jamais de tendresse non plus. Deux individus qui s'aiment à leur manière. Enfin, qui s'aiment, c'est un bien grand mot. Disons plutôt qu'ils cohabitent, mais pour combien de temps encore? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour tout changer? Pour qu'ils s'aiment et pour qu'ils m'aiment? Sans idée précise sur la question, Louise suggéra une diversion. Et si on mettait un disque? Parce que là, franchement, c'est tellement triste qu'on croirait partir à Tiglas. Pour faire fuir ce silence finalement insupportable, le remplacer par de la musique, retrouver l'alcôve protectrice dans laquelle elle se renfermait chaque soir pour échapper à sa réalité quotidienne. Bonne idée, répondit Émilie en ouvrant la boîte à gants. Et puis ça m'aidera à m'endormir.
Plusieurs CD s'y trouvaient éparpillés. Émilie prit le premier de la pile et le glissa dans le lecteur qui le happa instantanément. À travers les enceintes Bose, la magie de la musique opéra. Et comme par miracle, les premières notes provoquèrent immédiatement une sensation de bien-être dans l'habitacle. L'objectif recherché était atteint. Fini le silence. Fini le ronflement de moteur. Fini les grésillements gênants des écouteurs de Lucas. Place au son des batteries, à celui des guitares électriques saturées, aux basses et à la voix suave d'Arno Walden. Le choix musical était le bon, le préféré du moment, celui qui faisait assurément l'unanimité. Chanteur dans un groupe de rock, le cousin venait de sortir un second album, Another Life, que les Waldeck se plaisaient à écouter en boucle. Lui, c'était un chic type, presque un frère, l'un de ceux de la famille dont tous se sentaient proches. Lui aussi habitait en Bretagne, à quelques encablures de sa tante, Célérine, chez qui il se rendait de temps à autre pour prendre des nouvelles. Un type toujours prêt à rendre service. Franck fit un sourire à sa femme. Elle acquiesça, souriant à son tour. Louise observait le manège. Un grand rituel. Une fois encore, c'était à travers les regards que s'était échangé un peu de complicité. Une sorte de langage des signes, un mode de communication qui n'appartenait qu'à eux. Un mode opératoire qu'elle jugeait ridicule, mais c'était le leur. Triste réalité. Comment avait-il pu en arriver là? Certes, Émilie était calme par nature, discrète et plutôt introvertie, mais ça n'expliquait pas tout. Idem pour Franck, élevé au milieu des bois par une femme seule. Lui non plus n'avait sans doute pas été initié au code de la communication et au bavardage. D'ailleurs, lorsqu'on lui faisait des reproches sur son manque de discussion, il s'en sortait toujours de la même manière, en citant Confucius. Il disait que si l'homme avait été créé avec 2 oreilles et une seule bouche, c'était davantage pour écouter que pour parler. Pourtant, quand lui se taisait, ce n'était pas pour écouter, mais plutôt pour souffrir. Pour souffrir en silence de ce mal qui le rongeait et dont il n'avait jamais voulu parler. Personne n'était au courant, mais sous sa carapace se cachait une blessure profonde qu'elle n'avait jamais pu si profonde qu'elle n'avait jamais pu cicatriser. Encore aurait-il fallu accepter de se confier. Mais il s'était toujours tu à cause de la honte, devenue, avec les années, bien plus forte que son courage. Au sein de cette prison où il avait emmuré ses mots un peu plus chaque jour, le mutisme était devenu plus confortable que les mots. Confession bien trop intime pour être étalée dans les conversations du dimanche. Ce silence, que personne n'avait jamais cherché à comprendre, s'était imposé et tout le monde profitait désormais de ses largesses. Alors, entre cet homme et cette femme, tout ou presque était dans la retenue, puisqu'ils se connaissaient. Et ce soir-là, malgré la proximité imposée par le confinement du véhicule, ils ne communiquaient pas plus que d'habitude, au grand désespoir de Louise qui se contentait de reprendre du bout des lèvres les paroles du 4e titre de l'album du cousin Arnaud. If I could live another life, maybe it would be from the start. Traduit en français, si je pouvais vivre une nouvelle vie, peut-être que je la recommencerais du début. Elle aussi se disait que si par aventure il lui était possible de vivre une autre vie, cela ne pourrait se faire qu'en repartant du début. Mais où était le début? Le point zéro. À partir de quel moment précis sa vie aurait-elle pu être différente? Plus exaltante, avec plus d'amour, plein d'amour, et aussi de la tendresse, beaucoup de tendresse. Elle n'en savait rien. D'ailleurs, comment aurait-elle pu le savoir? Pourtant, il était là le moment. Oui, juste là, tout au bout de cette longue route qui l'emmenait inexorablement vers l'Italie. Il était là-bas le point zéro, celui qui ferait tout basculer, la vie des uns et celle des autres. Mais qu'on se le dise, ce n'était pas Louise qui décidera du sens, ce sera le destin qu'elle provoquera, qui le fera pour elle. En attendant, Louise observait son père. Elle avait le visage tendu, concentré, impassible. Normal en quelque sorte. Celui qu'il avait malheureusement tous les jours. Ah non, pardon, c'est lui qui avait ce visage tendu, concentré, impassible. Pourquoi était-il comme ça, distant,
secret, taciturne, incapable d'exprimer ses sentiments. Certes, il avait fait un premier pas en prenant en compte la tristesse de sa fille et en ne lui imposant plus la Bretagne. Mais Louise en attendait bien plus de sa part. Qu'il la prenne un jour dans ses bras, qu'il la serre, qu'il lui dise « Je t'aime, ma fille, je suis fier de toi », ce qui n'était jamais arrivé, et ce qui n'arrivera probablement jamais, du moins pas dans cette vie, dans une autre peut-être. Mais que faudrait-il faire pour qu'il en soit ainsi? Lui conduisait sans se préoccuper de ses états d'âme, ni les siens, ni ceux des uns, ni ceux des autres. C'est vrai qu'il avait déjà fait un geste fort 2 mois auparavant, en coupant les ponts avec sa mère. C'était déjà tellement qu'il ne fallait pas lui en demander davantage pour le moment. Pourtant, il le savait, ce ne serait pas suffisant pour sauver son couple. Il lui faudrait aller bien plus loin, au plus profond de lui-même. Et il se sentait déjà prêt à le faire. En attendant, Frank se contentait de conduire et d'apprécier sa nouvelle voiture. Un coupé sport de marque italienne. Confortablement installé dans un large siège en cuir, les mains délicatement posées sur son volant, il semblait admirer chaque détail du tableau de bord. Plus que les stades, les ponts ou les gelati, c'était surtout les voitures qu'il appréciait. Et tout particulièrement cette Alpha GT qu'il venait d'acheter et qui lui ressemblait terriblement. Lui aussi avait une allure soignée, une certaine sensibilité, un petit côté féminin qui lui faisait parfois penser qu'il n'était pas vraiment un mâle. Comme si quelqu'un lui avait un jour ôté ce qui lui aurait permis de se construire véritablement en tant qu'homme. Et c'était sans doute un peu de ça qu'il cherchait à dissimuler sous sa carapace et dans son silence. Tout à l'intérieur de ce véhicule lui plaisait. L'odeur et le contact avec le cuir le charmaient. Le ronronnement du moteur l'apaisait. Les formes sensuelles de la carrosserie le séduisaient. Une italienne, racée et sexy, qui lui plaisait, même s'il ne le disait pas, ou juste du bout des doigts à force d'effleurer délicatement le pommeau argenté du levier de vitesse. D'être finalement séduit par tant de féminité le rassurait. Peut-être était-il encore, quand même, un homme, malgré toutes les humiliations qu'on lui avait un jour fait subir. Assise sur la banquette arrière, Louise ne voyait rien de tout ça. Juste un roc, impénétrable par définition. Un peu plus à droite, son regard se posa enfin sur sa mère, qui lisait encore un peu, éclairée par la douce lumière de la veilleuse du miroir de courtoisie. Une façon pour elle de s'occuper et de s'endormir rapidement. Louise l'observa à son tour. Elle lui ressemblait en tout point. De jolis yeux bleus, des cheveux longs et blonds, et de bonnes joues bien rondes. C'était encore une belle femme. Louise aimait son odeur, son parfum contradiction, avec des petites boucles d'oreilles et des jolis cœurs et des cœurs en pendentif. En temps normal, Émilie s'endormait toujours avant la barrière de péage de l'autoroute, mais ce soir ferait une exception. Excitée de se rendre en Italie, elle pulvérisait son record personnel et tenait bien au-delà des limites du département. Louise s'interrogeait. Pourquoi préférait-elle toujours lire et s'assoupir plutôt que de parler avec celui qu'elle avait épousé il y a 20 ans? Là non plus, pas de réponse. Juste une certitude. Comme elle, sa mère aussi aimait se réfugier dans la lecture. À présent qu'il faisait nuit et que les kilomètres défilaient de façon monotone, Émilie s'était endormie, rêvant probablement à son père, décédé prématurément en début d'année. Frank restait concentré et Lucas s'activait toujours sur sa console. Au volant de son Alpha GT à lui, il venait de remporter avec brio le divin parc de Gran Turismo, mais son triomphe restait modeste. Un petit soupir, rien de plus. Son observation prenait fin. Enfin, presque. Il n'en manquait plus qu'une. Louise. Et moi, qui suis-je dans tout ça? Qui me regarde? Qui s'intéresse à moi? Qui se pose des questions à mon sujet pour savoir si je vais bien ou si je vais mal? Si je suis heureuse ou si je ne le suis pas? A priori, personne. Tout le monde s'en fiche et c'est bien ça le problème. Qu'est-ce que je suis pour eux? Rien. Un mot lui vient pourtant à l'esprit. Un mot saugrenu. Un pion. Oui, c'est ça. Je suis un pion. Une toute petite pièce sans importance. Une pièce qui ne sert à rien.
quelque chose d'inutile. Voilà ce que je suis. Triste conclusion. Pas si simple à vivre quand on a juste 13 ans. Pensant à sa métaphore, Louise alluma sa tablette tactile. En plus des applications de série, un seul logiciel y avait été installé depuis qu'on la lui avait offerte pour son anniversaire, et c'était avec la lecture son programme de jeu favori, les échecs. 2 activités différentes, mais complémentaires, pour s'imaginer de belles histoires, aux antipodes d'une vie triste et monotone, comparable à celle qu'avait dû connaître à une toute autre époque un certain sultan perse. Pourquoi cette référence? Je vois pas ce qu'elle vient faire ici. Tout comme Louise aussi s'était éprise de ce jeu merveilleux, le seul véritablement capable de la faire vibrer pour lui faire vivre chaque jour de nouvelles aventures. Louise aimait tellement jouer aux échecs que chaque soir avant de s'endormir, elle faisait une partie rapide. Un blitz, une sorte de rituel qui ne dérogeait jamais, et ce soir ne ferait pas exception. Pourtant, contrairement à d'habitude, elle ne se jeta pas sur la touche Start, préférant se regarder longuement dans le reflet de l'écran, tel ce pion qu'elle s'imaginait être. Pourquoi aimait-elle tant jouer à ce jeu? Pour échapper à son quotidien? Sûrement. Pour vivre d'intenses émotions? Encore exact. Mais pourquoi tant d'attirance? De quelle mystérieuse alchimie pouvait-elle bien avoir hérité de ses ancêtres pour réagir aussi étrangement face aux 64 cases noires et blanches? Certes, il devait bien y avoir un peu d'adrénaline, à devoir mener un roi et son armée au combat, à choisir la bonne arme tactique et à envisager la meilleure stratégie pour vaincre l'adversaire. Mais depuis qu'elle se savait partante pour l'Italie, il ne devait pas y avoir que ça pour affoler à ce point ce petit cœur en manque de palpitations. C'était comme une sorte de prémonition, un appel mystique pour lui faire comprendre une relation fusionnelle avec ce jeu. Depuis l'annonce de son père, impossible d'en douter. Impossible de toucher un échiquier sans se mettre à trembler et avoir le front devenir moite. Inquiétant. Pourtant, elle n'en avait parlé à personne, même pas à Nolwenn, sa seule confidente. Pas par peur qu'on dise d'elle qu'elle était complètement névrosée. Alors à qui pourrait-elle se confier? Pas à sa mère, qui dormait déjà profondément. Pas à son père, qui s'interrogeait sûrement sur l'absence de réponse au dernier courrier envoyé à sa mère, et surtout pas à son frère, qui n'avait toujours pas enlevé son casque depuis le départ. Cette nuit-là, elle ne put s'adresser qu'aux étoiles, petite lueur d'espoir susceptible d'apporter des réponses face à tant d'interrogations. Pourquoi tant de symptômes? Pourquoi tant de folie pour un jeu de salon dont les règles n'ont pas été dépoussiérées depuis 300 ans? Pas de réponse. Son regard se posa alors sur la grande ours, dont elle connaissait la forme si particulière. C'était son grand-père, Louis, qui lui avait appris à la distinguer de toutes les autres. Elle l'imaginait quelque part là-haut, en bonne compagnie, en train d'admirer lui aussi les astres depuis le jardin imaginaire où il s'était installé pour l'éternité. Tout comme elle, lui aussi avait ressenti des sensations similaires. Un étrange phénomène qu'il avait expliqué en début d'année sur son lit de mort, à l'hôpital. Alors, plus que du stress à s'imaginer perdre, plus que de l'adrénaline à s'imaginer gagner, était peut-être tout simplement en train de s'approcher à son tour de celui qui l'attendait depuis toujours, le destin. Peut-être qu'elle avait aussi un rendez-vous avec lui. Pourvu seulement que ce ne soit pas avec la mort. Un sortilège lancé par la méchante Célérine à qui elle rêve si souvent dans d'affreux cauchemars. Louise préférait s'accrocher à une autre hypothèse, bien moins tragique. S'il devait y avoir une entrevue avec le destin, autant que ce soit avec quelqu'un ou quelque chose qui puisse changer sa vie, et celle de sa famille, pour la transformer radicalement. Finalement, d'être attendue la ravissait, même si pour le moment, elle n'avait encore aucune idée des conditions qui lui permettraient de passer d'une vie sans relief, triste et monotone à une autre, bien plus idéale. Confiante, presque souriante, Louise se sentait prête à attaquer sa partie. Prête aussi à se faire envahir par une intensité de sensations fortes,
plus forte que celle perçue la veille et les jours précédents. Malgré tout, Louise effleura le bouton de mise en jeu. Une simple pression pour que se dévoile instantanément un échiquier de 64 cases, 32 pièces et une horloge digitale sur la droite de l'écran. 15 minutes de jeu, et pas une seconde de plus. Louise aimait ce moment. Un instant précieux qu'il installait dans une bulle hors du temps. Plus question de ne penser à quoi que ce soit d'autre qu'à une stimulante partie. Tout faire pour mater. La joueuse s'enflammait et retrouvait de l'ardeur. Elle devenait une autre en avançant avec autorité son pion E2 au centre de l'échiquier pour se constituer un avant-poste précieux. Le coup est à peine joué qu'apparaissent aussitôt les premières sensations. Tellement forte et insoutenable que Louise était à deux voix de crier « Au secours, je vais mourir !» Mais elle ne le fit pas, pressentant l'imminence d'un moment magique, comme décrit par Louis. Alors, elle se laissa envahir, préférant souffrir en silence pendant quelques secondes. Mais rien. Pas de malaise. Pas de perte de connaissance. Pas de rendez-vous avec le destin. Du moins pas encore. Demain peut-être. C'était du moins tout ce qu'elle espérait. Fin des tremblements et des étranges oppressions thoraciques. Tout en elle redevenait normal. Comme le calme après la tempête. Louise pouvait alors éponger son front, reprendre son souffle et se concentrer sur la partie qu'elle attaquait avec envie et détermination. Les premiers coups d'ouverture passés, les douleurs oubliées, Louise pouvait enfin laisser vagabonder son imagination à la recherche du personnage historique qu'elle incarnerait ce soir-là. Le concept lui avait été suggéré par son entraîneur, lorsqu'elle était débutante, et cela l'avait séduite. D'être un héros de guerre, un illustre général, l'aiderait à combattre l'adversaire, tel qu'il soit, réel ou virtuel. Elle y croyait. Il faut que je sois une autre, une guerrière, un stratège. Tout ce qu'on veut, sauf une petite blondinette à qui on damerait le pion bien trop facilement. Ça, non. D'elle, je n'en veux pas. Surtout pas sur l'échiquier. Alors, fidèle à ses principes, elle développerait ses pièces une à une, s'imaginant être François Ier en 1515, à la tête d'une armée de 30 000 hommes pour affronter les Suisses. Au bout de ses doigts, un remake de la bataille de Marignan, une copie non conforme, mais tout aussi captivante. Louise se souvenait parfaitement de ses cours d'histoire, lorsque M. Chassou était encore là. Selon lui, les Français avaient mis 48 heures à faire plier les colonnes suisses pour s'emparer de Milan. Elle n'octroierait qu'un quart d'heure à ces pièces noires pour terrasser les Blancs. 7 années d'expérience devraient largement suffire pour venir à bout de cet adversaire électronique mal programmé et de cette petite armée suisse sans envergure. 7 ans de pratique. 7 longues années depuis que les échecs étaient entrés dans sa vie pour y occuper une place prépondérante. Tout commença un soir avec cette légende du Moyen-Âge racontée par son père, alors qu'elle n'avait guère plus de 6 ans. L'histoire d'un sultan perse éminemment riche qui passait sa vie à s'ennuyer. Contre une forte récompense, il avait demandé à ce qu'on lui invente un nouveau jeu pour faire cesser son ennui. Le défi était lancé, et de nombreuses personnes s'étaient présentées. Mais pas une n'avait réussi à distraire le sultan. Un jour pourtant, un très vieux sage, prénommé Braham Sissa, lui fit un cadeau. Un jeu d'échecs. Le prince trouva la distraction si passionnante qu'il y joua pendant des journées entières. Pour le remercier, il demanda au vieillard quelle récompense lui ferait plaisir. Le sage, aussi malin qu'ingénieux, répondit qu'il désirait simplement qu'on lui donne le nombre de grains de riz nécessaires à remplir l'échiquier de la façon suivante. 1 grain sur la première case, 2 grains sur la seconde, 4 grains sur la troisième, 8 grains sur la quatrième, etc. En doublant le nombre de grains jusqu'à la 64e case. Le sultan rit, tant il trouva cette demande modeste. Vous ne voudriez pas autre chose? Un sac rempli d'or, par exemple? Non, juste ces quelques grains de riz chaque jour. Mais si vous pensez que c'est impossible, je veux bien votre royaume, répondit Sissa. Pari tenu, rétorqua l'homme. Ce que n'avait pas calculé le sultan, c'était le nombre de grains à réunir. Une somme astronomique,
l'équivalent de 5000 années de production mondiale, soit un peu plus de... Oula, oula, je sais pas le lire moi ça. 18 000 milliards, 446 milliards, 744 073 milliards. C'était des milliers de milliards de milliards. Incapable de satisfaire à la demande de Sissa, il fut contraint et forcé par sa promesse d'offrir son royaume au vieux sage. Voilà pour la petite histoire. Louise n'en avait pas loupé une miette, séduite par ce père qui, pour une fois, s'était intéressé à elle, le temps d'une soirée. Un moment si rare qu'elle en avait profité pour chercher le dialogue, posant 2 innocentes questions. « Et toi, papa, est-ce que tu sais jouer aux échecs ?»« Un peu, oui. Un monsieur m'a appris quand j'avais 12 ans. Il s'appelait Yvan, mais je n'avais pas très envie d'en parler. Je n'ai pas très envie d'en parler. Alors tu voudrais bien m'apprendre ? Comme ça, si un jour je rencontre le sultan, je pourrais peut-être le battre moi aussi et lui demander son royaume. » Franck ne lui apporta pas la réponse attendue. « Il est tard, Louise. Tu devrais dormir maintenant. »« Mais papa, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu voudras m'apprendre à jouer ?» Bouleversé, au bord des larmes, il préféra refermer la porte de la chambre de sa fille, la laissant sans réponse. Les sanglots venaient de l'envahir spontanément. Un trop-plein d'émotions pour un trop-plein de souvenirs. Sa carapace si solide venait de se fissurer pour la toute première fois. Trop dur. Trop difficile de s'imaginer pouvoir s'asseoir autour d'un échiquier sans faire ressurgir le passé. Puisque Louise insista les jours suivants pour apprendre, il l'inscrivit finalement dans un club. 7 ans s'étaient écoulés et Louise était devenue une excellente joueuse, l'une des meilleures de France. Alors évidemment, un petit quart d'heure fut largement suffisant au noir de François Ier pour faire abdiquer les petits Suisses. Échec et mat. Mission accomplie. Louise pouvait être fière de sa prestation. Dirait demain haut et fort. Mission accomplie. Louise pouvait être fière de sa prestation et dirait demain haut et fort qu'elle n'a pas fait des honneurs au roi guerrier. Elle saurait aussi se faire très discrète sur son manque de courage pour avoir sélectionné un niveau très moyen, alors qu'elle se sait capable d'accrocher bien plus fort. L'objectif recherché n'était pas que d'atteindre des performances dignes de l'élite. Non. C'était surtout de prouver un bon compromis entre effort et plaisir. Un peu de réflexion pour un maximum d'aventure. Et c'est ici que se termine le chapitre 6. Vu l'heure, je pense m'arrêter ici. Vous souhaitez une bonne soirée et vous donner rendez-vous lundi prochain pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être informé de chaque nouvel épisode. Je ne pense pas être là demain. On ne sait jamais, je peux vous faire la surprise. Vendredi non plus. Et sinon, on se retrouve ce week-end pour un stream Les Sims. Dimanche. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que le micro n'a pas fait trop de sienne. N'hésitez pas à me le signaler si c'est le cas. Et puis moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et une bonne nuit. Restez bien pour la pub. Salut!